Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au Jardin des Faïenciers. Et oui, c'est l'été, Mosaïque en profite pour sortir de ses locaux et pour vous emmener, vous promener dans différents endroits du secteur. Avec moi aujourd'hui, Diana Godard, chargée des publics. Bonjour. Bonjour. Dans ce Jardin des Faïenciers, quels sont les plus beaux endroits en ce moment ? Alors en ce moment, le ruisseau, donc le jardin humide, nous sommes juste devant. Pour ma part, le belvédère également. Et le sous-bois, frais, évidemment, par temps de soleil. Fabrice Doridan, vous êtes jardinier ici. Quels sont pour vous les plus beaux lieux en termes de fleurs, en termes de plantes en ce moment? Qu'y a-t-il de plus joli à voir? Alors c'est vrai que ça change régulièrement, mais là c'est vraiment le sous-bois qui va commencer à s'illuminer. En fait, on a une grande particularité, on a ce qu'on appelle les hydrangeas Annabelle. Donc ce sont des hydrangeas blancs. Là pour l'instant ils sont verts, mais peu à peu ils vont devenir d'un beau blanc. Et là c'est un spectacle vraiment qu'il ne faut pas manquer parce qu'il y a à peu près 200 à 300 hydrangeas. Ça fait un effet de masse, vraiment, ça fait une atmosphère vraiment irréelle. Et c'est pour bientôt, très bientôt. Alors on va essayer de vous montrer un petit peu comme ça différents aperçus du jardin. Et puis ce n'est pas l'envie qui manque de parler uniquement du Jardin des Faïenciers. Ceci dit, la programmation est variée. Voici tout de suite le sommaire de l'émission. Au programme, aujourd'hui sur Mosaïque, Simone Dorvaux donne sa voix pour la bonne cause. Grâce à elle, les malvoyants peuvent écouter les livres. Le bac, c'est le laisser-passer pour les études supérieures. Analyse des résultats dans les lycées de Sarreguemines. Avec la manifestation Famille en fête, on apprend à vivre comme les Gaulois en famille à Bliesbruck. Le ciel de Wouswiller a accueilli les premières lumières de la fête nationale. La Dolce Vita à Sarralbe en compagnie des musiciens et des pompiers de la commune. Les sapeurs-pompiers de Großbiederstroff ont eux aussi ouvert leurs portes au public. Dans le making-of de Kubik, découvrez l'univers musical du duo Six Sense Humor. Enfin, séance plénière en immersion au conseil municipal de Sarreguemines qui a planché sur le SCOT et tranché sur la représentativité au sein du conseil communautaire après les prochaines élections municipales. Vous êtes eu en grand sur Mosaïque. Simone Dorvaux a deux passions, les livres et les vitraux. Quand elle ne joue pas les guides touristiques dans l'église des Cordeliers de Sarrebourg, elle prête sa voix. Prêter sa voix, cela signifie qu'elle contribue à créer une bibliothèque sonore pour les malvoyants. Portrait de cette passionnée par Jean Birkel. Parmi les centaines de produits inconnus que les psychiatres tchécoslovaques doivent tester sur leurs patients, il y a une petite famille qui les fascine assez. Les hallucinogènes, en particulier le déjà célèbre LSD-25. La passion du livre ne se décrète pas plus que le bénévolat. C'est par amour pour la lecture et aussi parce qu'on le lui a suggéré que Simone Dorvaux est devenue donneuse de voix auprès de l'association des donneurs de voix de Metz. J'ai toujours lu, déjà enfant. Après, bon, bien sûr, j'ai toujours aimé lire des histoires puisque de par ma profession, c'était ce que je faisais. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi lire, comment je vais dire, de façon égoïste pour moi? Je me suis dit, si ça peut servir en même temps à d'autres, je vais le faire. Et finalement, maintenant, j'ai du mal, personnellement, j'ai du mal à lire un bouquin, pour moi, à voix basse. Lire à haute voix n'est pas donné à tout le monde. La diction doit être claire, nette et précise, et le ton ne doit pas trop endormir les gens. Pour Simone, cet exercice est un plaisir, d'autant plus si elle rentre dans l'ouvrage et se prend au jeu. Je lis plus vite avec les yeux, donc je suis toujours un temps d'avance par rapport à ce que ma bouche prononce. Bon, bien sûr, il y a des fois où je bégaye, et puis on arrête, on efface et on recommence. Je dois dire que ça arrive, que des fois, quand vous êtes par exemple dans un dialogue et puis que vous avez, je sais pas moi, vous devez exprimer la colère et puis tout d'un coup, zut, vous avez fait un petit bégaiement, je ne l'efface pas. Parce qu'autrement, je repars pas tout à fait dans le bon temps, donc je laisse passer. Et puis bon, en plus, j'essaye de faire des voix, par exemple, moi je lis pas comme, je sais pas, il y a certaines personnes qui lisent de façon très monotone. Ah ben non, moi si c'est une petite fille, je prends une voix de petite fille. Si c'est un bonhomme, un ogre ou je sais pas, quelqu'un, j'essaye de mettre la voix. Comme je dis, je fais mon théâtre. Simone lit tout ou presque. L'éventail de ses lectures va de la biographie de Loana au traité de philosophie. Des livres qu'elle lit soit sur demande,
soit par coup de cœur, qu'elle propose à la bibliothèque sonore. Elle aime surtout la littérature actuelle. Chaque année, environ une centaine d'ouvrages passent entre ses mains, selon l'épaisseur. Parfois, dans certains livres, on aurait envie, si on le lisait pour soi, on aurait envie de s'arrêter et de relire la phrase en se disant « Tiens, mais c'est pas mal ce que je viens de lire ». Mais bon, on n'a pas trop le temps de s'appesantir sur la chose. On lit pour que d'autres puissent l'entendre et eux, avec leur appareil, ils vont couper leur écoute et à ce moment-là, ils pourront réfléchir et pourront approfondir et s'appesantir sur la question. Ce qu'on ne fait pas. On peut toujours le refaire par après. Hein. Si elle peut prendre certaines libertés, elle doit cependant s'accommoder des délais de prêt des livres, car Simone emprunte ou se fait prêter des livres en provenance de plusieurs bibliothèques dans différentes villes. Quant au matériel pour l'enregistrement, il s'agit du sien. Seuls les CD vierges sont fournis par la bibliothèque sonore. Alors Fabrice, on est dans le sous-bois dont vous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a de spécifique ce sous-bois ? Alors, comme vous pouvez le voir, derrière nous, on a une plante emblématique du sous-bois qui est l'hydrangea Annabelle. Donc ça, c'est vraiment une plante qui est extraordinaire, qui ne devrait pas manquer dans aucun jardin parce qu'elle est d'une culture très très facile et elle offre un spectacle tout le long de l'année. Là, en ce moment, elle est en bouton. Vous voyez, là, elle est verte. Puis peu à peu, elle va blanchir. Ça va faire vraiment des grosses boules blanches. Elle va redevenir verte et même en hiver, elle est très belle parce qu'elle sèche sur pied et elle a une faculté pour prendre la lumière, c'est vraiment extraordinaire. Alors justement, vous parlez aussi beaucoup des saisons. À quel point la météo influe-t-elle sur votre travail de jardinier ici au Jardin des Faïenciers ? Alors cette année, il a beaucoup plu. Donc on va dire que l'arrosage, on a été globalement exempté d'arrosage, mais en contrepartie, les adventices, les mauvaises herbes ont beaucoup poussé, donc on a un peu plus de désherbage en fait. Mais quand il fait sec, c'est l'inverse, vous voyez, on va dire on s'adapte. Et donc il va falloir continuer de s'adapter puisque vous allez le voir, la météo reste au beau fixe. Voici les prévisions de Météo France pour demain. Et papy, t'as vu ? Avec ces 3 touches, tu appelles directement papa, maman et mamie. Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. En été, les journées sont interminables. Bonjour Julia, bonjour à tous, voici la météo de ce mercredi. Le soleil ne tarde pas à s'installer et à déployer ses rayons dans un ciel peu nuageux. À la grande douceur du petit matin succède une chaleur raisonnable l'après-midi. Pour les températures, les minimales oscillent entre 14 et 17 degrés, les maximales perdent 1 degré et s'échelonnent de 26 à 28 degrés. Pour le reste du pays, on prend la même carte et on recommence, ciel clément, sauf pour le centre qui n'est pas à l'abri de quelques averses. Température de 17 à 27 degrés pour le nord et de 21 à 32 degrés pour le sud. Mercredi 10 juillet, nous fêtons les Ulriches. Le soleil se lève à 5h37 pour se coucher à 21h36. Je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Mon papy a pensé à son confort et à sa sécurité avec le téléphone senior. Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Publicité. Hop, hop, hop. Casting international, le coin, clap, première. Coin, 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 Quoi? Samedi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et des animations diverses sur le parking de l'hôtel de ville. À partir de 21h, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise Place Sibylle, suivi d'un grand défilé militaire. Et dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région, tiré des berges de la Sarre. Pour information, la fête foraine du 14 juillet se tiendra place de la Grande Armée du 13 au 21 juillet. Plus d'informations sur www.sarreguemines.fr.
c'est un espace jeux et loisirs sur plus de 1500 m² pour petits et grands. Un espace sécurisé où les enfants ont une totale liberté de mouvement. Piscine à balles, trampoline, pont de singe, mur d'escalade et canon à balles. Bobo le Dino, c'est l'espace de jeu préféré des enfants. En juillet et août, les animateurs de Bobo le Dino se feront une joie de garder vos petits bouts pendant vos courses ou pour des ateliers récréatifs. Bobo le Dino, 8 rue des Frères Lumière à Sarreguemines. Le Conseil général de la Moselle présente l'exposition 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Visitez le nouveau parcours exposition du parc et redécouvrez la culture et le mode de vie de nos ancêtres celtes, gallo-romains et mérovingiens. Plus de 500 objets installés sur tout le parc présentent l'évolution de cette micro-région depuis 2500 ans. 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre, parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim du 1er juin au 15 novembre. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Le tri, ça finira bien par rentrer. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un très large choix de marques en papeterie et aussi en sac. Eastpak, Quicksilver, Hello Kitty, Tans et pour les jeunes branchés Adidas, Little Marcel, Ben. Des marques complètes pour un vaste choix et les toutes nouvelles valises Samsonite, légères comme une plume. Majuscule au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. De nombreuses manifestations se déroulent tout au long de l'année dans les musées de Sarreguemines. En été, l'accent est évidemment mis sur le jardin. Demain soir, vous allez pouvoir voir à 21h une pièce de théâtre qui s'intitule Voyage en Italie. C'est avec Christian Rist et Bruno Ricci sur une mise en scène de Michel Didim. C'est une création du Théâtre de la Manufacture pour Renaissance Nancy 2013. Diana, quelques mots sur cette pièce ? Alors c'est une pièce pour 2 comédiens et un cheval, c'est ce qu'on a retenu de la présentation. Et en fait il s'agit du voyage de Montaigne à travers la France, donc depuis Bordeaux jusqu'en Italie, et il passe par les villes d'eau de la Lorraine. Voilà. Donc dans ces voyages, il fait des rencontres et ce qu'il aime, c'est ça, c'est voyager, rencontrer et apprendre. Et donc à découvrir demain soir à 21h au Jardin des Faïenciers. Quels sont les autres événements qui vont avoir lieu cet été au Jardin ? Nous avons au mois d'août, donc le samedi 10 août, la Nuit des Étoiles, dans le cadre de la manifestation nationale. Donc là, ça sera à partir de 14h jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin, on verra. Il y aura un planétarium, il y aura une exposition, il y aura des ateliers pour les enfants et l'observation du ciel avec des télescopes, donc avec 2 associations. Nous aurons également donc fin août le tout premier festival d'orgue de Barbarie à Sarreguemines, et puis nous les accueillons ici donc au Jardin des Faïenciers le dimanche après-midi et le samedi soir à 17h dans le jardin d'hiver du musée Centre-Ville. Voilà. Et donc voilà des événements à ne pas manquer. Et jetons maintenant un œil aux événements qui font la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. Et voici la une du quotidien local. En page nationale, un retour qui ne dit pas son nom. Nicolas Sarkozy a parlé politique durant 40 minutes hier devant les cadres de l'UMP. Cela s'est déroulé à l'UMP où il n'avait pas mis les pieds depuis 2007. En page régionale, c'est toujours l'incompréhension autour du meurtre du restaurateur abattu de 2 balles en plein cœur à Domfessel dimanche matin. L'auteur présumé, un homme de 31 ans, originaire de Sarre-Union, est toujours en garde à vue. Enfin, sujet d'été en page locale, un moyen-métrage cherche sa comédienne. Yves Young, qui a déjà filmé dans la région, notamment au musée de la Faïence, se lance dans un moyen-métrage. Cet amateur originaire de Zétain a choisi le décor de Sarreguemines, mais cherche encore sa comédienne, une jeune femme de moins de 30 ans, naturelle, vive et spontanée. Le tournage doit avoir lieu cet été. Vous êtes face à l'actualité.
Les résultats pour les élèves de 3e viennent de tomber. Le brevet des collèges est leur tout premier examen, sans commune mesure avec ceux qu'ils auront à franchir durant leur scolarité ultérieure et durant leurs études. Mais ça a tout de même son importance. Et voyons les résultats dans les collèges du secteur. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu. Concernant le brevet des collèges, le collège Fulrad obtient 15 mentions très bien et un taux de réussite de 91%. Au collège Jean Jaurès, 85 élèves sur 109 ont obtenu le brevet, soit 78% de réussite et 8 mentions très bien. Toujours à Sarreguemines, le collège du Himmelsberg totalise 10 mentions très bien et un taux de réussite de 92%. Enfin, au collège Sainte-Chrétienne, ce sont 70 élèves sur 73 qui ont été admis. Parmi eux, 5 mentions très bien. Du côté de Sarralbe, 109 élèves se sont présentés à l'examen et 82,5% de ceux-ci ont obtenu leur diplôme, dont 11 avec la mention très bien. Concernant le collège Val-de-Sarre à Groß-Biederstorf, ce nombre de mentions très bien s'élève à 17 pour 83 élèves admis. Les élèves de 3e peuvent maintenant vraiment profiter de leurs vacances, mais ceux qui vont le plus les savourer seront sans conteste les jeunes bacheliers. Le bac 2013 vient de finir, du moins pour ceux qui l'ont eu du premier coup, reste encore le rattrapage. Voyons les résultats dans les lycées du secteur. Le baccalauréat réussi aux Sarregueminois. Tous les établissements de la ville considèrent l'année 2013 comme un très bon cru. Au lycée Jean de Pange, on note une augmentation notable du nombre des mentions, avec notamment 34 mentions très bien, toutes sections confondues. Les taux d'admission au premier groupe sont de 73% en L, 87% en ES et 90% en S. Ce à quoi il faudra ajouter les admis au deuxième groupe qui auront su convaincre les examinateurs de leurs aptitudes scolaires. A noter que 5 élèves du lycée Jean de Pange décrochent aussi la mention européenne. Une mention qui fait la fierté de l'institution Sainte-Chrétienne, puisque 30% des bacs obtenus par les élèves de l'établissement sont aussi estampillés mention européenne allemand. Côté résultat, les taux de réussite s'élèvent à 80% en série ES, 75% en série S, avec en prime une mention très bien. La série L est à 60%, chiffre qui peut sembler bas, mais qui est à rapporter au nombre d'élèves de la série. En effet, l'ISC présentait seulement 5 élèves en section littéraire, 3 ont obtenu leur bac, un quatrième a obtenu une seconde chance au rattrapage. Sur l'autre rive de la Sarre, le lycée Henri Nominé est fier de ses 7 mentions très bien. Quelques sections se sont particulièrement distinguées. Ainsi, les scientifiques, sciences de l'ingénieur, sont 12 sur 14 à avoir obtenu leur bac. Les 2 restants passeront par la case à rattrapage. Le lycée est confiant, il mise sur un taux de réussite de 100% pour cette section. Les filières ST2I et ST2S ne sont pas sans reste, avec 96, 71 et 82% de réussite. Les résultats sont au-dessus des moyennes académiques. Et quand il s'agit d'être le meilleur de l'académie, c'est vers le lycée Simon-Lazare qu'il faut se tourner. L'établissement compte en effet dans ses murs un major d'académie, potentiellement major national. Un résultat personnel qui ne doit pas éclipser ceux de ses camarades. Ils sont 74% à être admis au premier groupe. 21 élèves devront passer au rattrapage pour espérer les rejoindre. Pour beaucoup de diplômés, les vacances commencent. D'autres devront encore attendre, en particulier les CAP et BEP dont les résultats ne seront communiqués qu'au cours de la semaine. L'été est pour certains synonyme de grandes vacances, pour d'autres cela rime avec forte affluence et gros événements. C'est le cas notamment au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim. Il y avait la fête des enfants, les parents avaient toujours envie de mettre la main à la pâte dans les différents ateliers et du coup c'est devenu la fête des familles. Reportage de Catherine Henrich. Vous devez m'obéir au doigt et à l'œil. J'ai le droit de vie et de mort sur vous. Je fais ce que je veux. Vos parents peuvent dire ce qu'ils veulent. Je fais ce que je veux de vous. Teuta te, c'est le cri du fier guerrier gaulois. À travers plusieurs ateliers, parents et enfants ont profité d'une journée entière au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim qui leur était consacré. Je suis en train de coller des morceaux sur un sanglier. Et c'est difficile ? Pas trop. Du potier à l'architecte, du mosaïste au boulanger, chacun a pu expérimenter les savoir-faire antiques. Famille en fête est un bond dans l'Antiquité avec les animateurs du parc et plusieurs troupes de reconstitution historique comme les Brano Teuta, spécialistes des arts de la guerre.
Dans les livres d'histoire, déjà l'Antiquité, c'est souvent une page. Les Gaulois, c'est un chapitre. Et les gens ont besoin, on a senti que les gens avaient besoin de connaître un peu ce qui se passait avant le médiéval, avant les chevaliers, et redécouvrent un peu une face cachée de notre histoire, qui souvent a été détournée ou revisitée par les différents dirigeants, différents cas d'histoire, les événements et autres, ou les effets de mode tout simplement au cours du temps. Et aujourd'hui, nous sommes venus sur vos terres pour vous montrer un petit peu l'art des combats chez nous les Sénons. Donc on initie les enfants à l'art de la guerre et aux manœuvres gauloises. Les parents sont aussi mis à contribution dans la manipulation des armes et surtout au combat de duel. Et puis une fois que les enfants sont devenus de vrais guerriers, ils sont tatoués, ils deviennent des vrais guerriers. Ils ont un tatouage de guerre et ils ont un bracelet de guerrier qu'ils ont fait eux-mêmes. Parfois aussi, quelques Romains se glissent parmi les Gaulois, comme ici les Roraki, qui ont invité le public à déguster des mets à la mode d'Apicius. En fait, là, on présente surtout tout ce qui est nourriture romaine, parce que d'ailleurs, je suis habillée un peu salement, mais en romaine. Mais effectivement, on propose des petites galettes qui sont on dit celtes, mais elles perdurent sur toute l'Antiquité, qui sont des petites galettes de farine, miel, noix, œufs, eau, qu'on fait donc cuire et puis qu'on sert soit avec du miel, soit du moretam. Donc là, en fait, on est plus du côté où on fait déguster au public des recettes d'Apicius. Donc Apicius est un cuisinier qui existait sous Tibère, d'ailleurs c'était le cuisinier de l'empereur, et il nous laisse des écrits de recettes avec toujours le même défaut, on n'a aucune proportion. Donc dès que vous allez goûter un plat romain issu des écrits d'Apicius, il n'aura jamais le même goût parce que c'est de nos jours, on expérimente en fait les proportions. Donc là il y a différentes petites choses, alors on est en fin de journée, il ne reste plus grand chose. Alors là c'était des petites bouchées qu'on fait goûter. Donc une des petites bouchées sont par exemple les dattes d'Apicius, qui sont des dattes fourrées avec des pignons de pain grillés. On fait ensuite caraméliser cette date dans du miel et on sale. Alors Apicius utilise très très peu de sel en fait dans sa cuisine parce qu'il trouve que le sel a un goût trop âcre et dénature la cuisine. Donc ce qu'il va utiliser, c'est beaucoup plus du garum. Alors nous on utilise l'équivalent actuel qui est le gnoc-mam. En fait le garum, c'est des visseurs de poisson qui sont macérés et on récolte ce jus qui est salé, mais beaucoup moins que le sel. Par contre, pour certaines touches, histoire de donner un peu de peps, il utilise le sel. Et donc là, c'est le cas, sel ou poivre. La prochaine manifestation au parc archéologique aura lieu les 10 et 11 août. Ce sera la Vita Romana et pour la première fois, les Gaulois s'inviteront à la fête. Autre lieu, autre festivité, avec une semaine d'avance, Woestviller a célébré en son et en lumière la fête nationale. Catherine Henrich était sur place pour cette belle soirée d'été. Il n'est pas de 14 juillet sans le traditionnel bal et son non moins traditionnel feu d'artifice. Woestviller, avec une semaine d'avance, a choisi la plus belle soirée de ce début d'été pour convier ses concitoyens à la fête. Animé par Top Connexion, le bal a démarré timidement. On y a même croisé d'illustres participants comme Gérardo qui, pour une fois, n'était pas celui qui fait danser les autres. Les enfants du village ont été nombreux à prendre part à la déambulation au lampion. Même les plus petits ont suivi le cortège. C'était le préambule de ce que tout le monde attendait avec impatience, le feu d'artifice lancé depuis le terrain de football. Un spectacle sur le thème du cinéma symphonique qui en a mis plein les yeux et les oreilles à une assemblée conquise. Le feu d'artifice de Sarreguemines se déroulera quant à lui comme tous les ans le 13 juillet au soir. Les festivités démarreront à 21h place Sibylle avec une chorale publique qui entonnera des chants dont la Marseillaise.
La passion comme point commun, pour la première fois depuis 1937, la musique municipale de Sarralbe et les sapeurs-pompiers de la commune ont décidé d'unir leurs forces à l'occasion d'une journée festive. Guillaume Dumonteil était sur place. Une fois n'est pas coutume, elle a joué en extérieur. Il s'agissait du premier concert proposé par l'ensemble à l'occasion de son 155e anniversaire. La commune n'a pas forcément la plus grosse, ni la plus longue, mais elle dispose d'une des plus anciennes musiques municipales. C'est quand même une grosse fierté pour nous de savoir que finalement nous avons des origines lointaines et puis d'être une vieille dame, mais à mon avis une vieille dame qui en ce moment se porte plutôt bien puisque nous avons des jeunes qui viennent à longueur d'année de l'école de musique et tous les ans en renouveau et qui nous permettent de continuer à nous produire de la façon dont nous souhaitons le faire. La musique municipale tourne avec une 50aine de musiciens. Les plus jeunes sont âgés de 10 ans environ. Ils avaient choisi ce jour-là des musiques adaptées pour une prestation en extérieur. Les mélomanes présents ont ainsi pu écouter un extrait du Masque de Zorro ou encore une version disco de Star Wars. Dans le public se trouvaient certainement des personnes qui n'assistaient pas forcément à leur concert de manière assidue, puisque l'anniversaire de la musique municipale était couplé avec un autre événement, la journée porte ouverte des pompiers. Les deux entités sont amies depuis longtemps. C'est une vieille histoire. En tout cas, la musique de Sarralbe a commencé en 1858, qui était d'ailleurs une initiative du maire de Sarralbe à l'époque, le baron de Schmid, qui a créé cette musique, qui a été donc un temps, pendant notamment les périodes de guerre et d'après-guerre, une musique des sapeurs-pompiers. Et c'est ce qui a, à mon avis, qui a créé au départ des liens entre les sapeurs-pompiers et la musique municipale. Nous avons toujours défilé ensemble aussi et nous répétons actuellement dans un des locaux de la caserne des sapeurs-pompiers. Il faut noter qu'aucune personne n'est présente dans les deux groupes. Cette journée fera peut-être changer la donne, puisque les soldats du feu de Sarralbe sont à la recherche de forces vives, comme l'ensemble des centres de Moselle. Ils ont besoin de volontaires motivés et altruistes pour les aider à venir en aide à la population. Les 40 sapeurs-pompiers de Sarralbe réalisent près de 1000 interventions par an. Ils profitaient de cette journée pour montrer leur savoir-faire. La journée porte ouverte, ça permet toujours aux habitants de Sarralbe et aux alentours de voir tout le matériel qu'on a et de voir notre savoir-faire en intervention. On fait des différentes démonstrations pour que les gens puissent voir hors intervention ce qu'on fait. Cette journée permettait aux membres des deux groupes de passer ensemble une journée conviviale et de préparer leurs réjouissances futures. Les sapeurs-pompiers de Sarralbe fêteront l'an prochain leur 175e anniversaire. Quant à la musique municipale, elle proposera, comme chaque année, l'avant-dernier samedi du mois de novembre, son traditionnel concert-spectacle de Sainte-Cécile. Le président n'a pas souhaité nous dévoiler le thème, mais il prévient que la préparation sera longue et difficile pour être à la hauteur dans 4 mois. À Grosse-Biederstroff aussi, les sapeurs-pompiers ont ouvert leurs portes. Des expositions et des animations étaient proposées aux visiteurs pour leur permettre de découvrir les équipements et le quotidien des soldats du feu. Un reportage de Bernard Lange et Guillaume Dumonteil. Cet enfant a uniquement besoin d'une parka pour se couvrir l'intégralité du corps. Malgré son jeune âge, il est intéressé par les moyens d'éteindre un incendie. Ils sont plusieurs à avoir appris, comme lui, à utiliser un extincteur. La journée porte ouverte organisée par les sapeurs-pompiers était également l'occasion de découvrir les modifications effectuées sur la caserne, après des travaux qui concernaient notamment les vestiaires. Regard sur le présent, mais également sur le passé, avec 2 expositions. L'une d'entre elles transportait les visiteurs 40 ans en arrière, l'autre faisait la part belle aux différents véhicules utilisés par les pompiers. Des camions rouges grandeur nature étaient aussi présentés.
Les portes ouvertes chez les pompiers, c'est une tradition. Dimanche 14 juillet, ce sera au tour de la caserne des sapeurs-pompiers de Sarreguemines de vous ouvrir ses portes à partir d'11h du matin. Et pour en savoir plus sur le programme de cette journée, regardez bien Mosaïque. Jeudi, nous ferons une émission depuis la caserne des sapeurs-pompiers de Sarreguemines avec comme invité Patrick Denizan, le commandant des sapeurs-pompiers. Juste à côté de la caserne des pompiers, sur la rive droite de Sarreguemines, s'est implanté depuis presque 4 ans le centre socio-culturel Centre Social. Si une offre de services existe, comme l'accueil périscolaire, les cours de langue ou la cuisine pédagogique, la structure peine encore à encourager le public à s'approprier les lieux. Jean Birkel a fait le point avec le président Bernard Blandre, qui est à la tête de la structure depuis l'été 2010. Un des objectifs du centre socioculturel Centre Social, c'était aussi de dire il faut que la population de Sarreguemines s'approprie le lieu. Est-ce que vous pensez que c'est le cas aujourd'hui ? C'est encore très insuffisant. C'est très insuffisant justement parce que nous avons consacré énormément d'énergie, d'argent aux activités qui concernent l'ensemble de la ville. Et le travail de la direction, des salariés, a souffert de cette insuffisance de présence sur la rive droite urbaine. Et précisément l'un des points du nouveau projet social, c'est d'essayer d'amener davantage les habitants de la rive droite urbaine au centre socio-culturel. Et ça ne pourra passer que par des animations de proximité. Pour les jeunes, des animations de rue. Ça va commencer en août après le retour des 15 jeunes qui s'en vont à Biarritz la semaine prochaine. Et puis alors des activités plus intergénérationnelles, festives, récréatives. On est en train d'essayer de créer des événements qui ne seront pas seulement des événements pour faire l'événement, mais pour que les personnes viennent, fréquentent les lieux et prennent connaissance des activités qui sont plus pérennes qu'une simple manifestation. Alors, vous avez parlé de l'encadrement, il y a eu un turnover ces 3 dernières années, il y a eu une directrice et un directeur qui sont succédés, il y a un nouveau directeur qui est en place actuellement. On en a 3 directeurs depuis 2010. 3 directeurs, c'est ça, depuis 2010. Comment est-ce que se passe l'ambiance au niveau de l'encadrement ? L'ambiance au niveau de l'encadrement, pas très bonne. C'est une des raisons pour lesquelles l'actuel directeur est en période d'essai seulement. J'ai encore besoin de temps, et mes amis du conseil d'administration aussi, pour évaluer plus précisément la façon dont le nouveau directeur fonctionne. Et puis en septembre, on en saura plus, on aura mieux fait le point. C'est un peu difficile pour quelqu'un qui vient d'ailleurs de France de maîtriser tout d'un coup tous les problèmes et de donner des consignes à des salariés qui en savent plus que lui. Alors on estime avec les copains du conseil d'administration qu'en l'espace de 6 mois, on pourra faire un bilan et ça sera bon ou ça sera pas bon. Alors, au chapitre des nouveautés... oui, je voulais encore dire, bien évidemment, que c'est très perturbant pour la structure d'avoir ce turnover de la direction. Les 2 précédentes, la directrice et le directeur, avaient demandé, pour convenance personnelle ou pour autre raison que je n'ai pas exprimée, comment on appelle ça, des ruptures conventionnelles de contrat. Donc on les a acceptées parce qu'on ne peut pas non plus forcer quelqu'un à rester. Et voilà, on en est au 3e directeur. Et pour ne rien vous cacher, je fais en grande partie une fonction de direction actuellement. J'ai assumé une transition de 3 mois entre le 1er décembre et le 4 mars. Voilà. Alors, on va parler un petit peu des nouveautés. Au chapitre des nouveautés, vous allez notamment sortir, ou vous avez déjà sorti le périscolaire du projet social. Pourquoi Tout en maintenant.
La caisse d'allocation familiale, à juste raison, veut une direction qui s'occupe d'un projet social et un secrétariat accueil qui soit orienté vers l'accueil des personnes qui veulent bénéficier ou proposer quelque chose en rapport avec le projet social. Or, l'accueil périscolaire, qui est une très bonne chose, dont on est fier, et je crois qu'au niveau de la ville, bon, mis à part quelques inévitables petits problèmes de temps à autre, tout le monde en est satisfait. Mais bon, le périscolaire accaparait une grande partie de l'activité du directeur, des directeurs successifs, y compris de l'actuel, notamment au niveau de la gestion des ressources humaines, qui n'est pas rien. Et le périscolaire accapare à peu près un poste 3/4 sur 2 de la fonction d'accueil. Parce que bon, l'accueil, lorsque des personnes veulent inscrire leurs enfants au périscolaire, ça ne se fait pas avec la délivrance d'un simple ticket de cantine. Il y a un dossier à remplir, il y a des informations à recevoir sur les assurances, sur les risques d'allergie alimentaire, sur les coutumes alimentaires de certaines catégories de personnes, notamment ce qui concerne la viande de porc, etc. etc. C'est-à-dire que chaque jeune fait l'objet d'un suivi individuel. Nous avons plus de 400 enfants qui mangent chaque jour sur les 3 sites. Et donc, par conséquent, bon, et puis en plus, il y a la délivrance des factures, il y a les encaissements pour la régie municipale périscolaire. Et la fonction d'accueil purement projet social n'est pas vraiment bien assurée. D'où une négociation qui se fait avec la ville actuellement et dont on va parler au conseil d'administration du 9 juillet. Sur, alors d'une part, la création d'une direction enfance pour l'ensemble de la ville. La fonction est actuellement occupée par une coordinatrice qui fait très bien son travail, mais qui n'a pas les responsabilités et les pouvoirs d'un directeur. Et le résultat, c'est qu'une partie du travail qu'elle ne peut pas faire incombe au directeur au détriment du projet social. Et de la même façon, il faut qu'on renforce au niveau du personnel le secrétariat accueil de façon que tout ce qui est fait pour le périscolaire continue à pouvoir se faire, mais qu'il y ait vraiment un accueil centre social dans la maison. C'est la fin de l'actualité pour aujourd'hui. Dans un instant, l'offre du jour en partenariat avec le Pôle emploi de Sarreguemines. Et puis musique avec le making-of de Cubic. Et puis dans séance plénière, vous allez le voir, les élus ne sont pas encore en vacances. Vous pourrez regarder le résumé du dernier conseil municipal de Sarreguemines. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. Une société d'assistance médicale à domicile cherche une assistante ou un assistant pour un CDI de 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi à Forbach. Vous devrez prendre en charge les appels, notamment des patients et des médecins. Vous assurerez l'assistance technique aux patients pour leur dispositif médical. Vous effectuerez aussi la saisie informatique. Rigueur, réactivité et sens du service sont nécessaires. La maîtrise de l'allemand est indispensable. Une expérience de 2 ans dans le domaine de la santé est souhaitée. Le salaire mensuel est de 1 500 à 1 600 euros. Et continuons maintenant cette émission en musique avec le making-of de l'émission Cubic que vous pourrez voir en intégralité mercredi sur Mosaïque. Morgen, ihr seid auch schon da, wir sind auch hier, es ist sehr früh. Wir sind gerade erst wach geworden quasi alle. Wir ziehen uns noch mal um und dann hört ihr schon mal was von uns und dann geht's direkt weiter bei Kubik und dann gibt's die volle Show. There is a new life lying before me.
Wir möchten uns ganz herzlich bedanken, dass wir da sein durften. Wenn es euch gefallen hat, guckt doch auf Facebook oder bei uns auf der Homepage sixcent-humor.com. Concert dans un tout autre style, la maîtrise Sainte-Marie d'Antony sera en concert demain à 20h15 à l'église Saint-Nicolas de Sarreguemines. C'est un chœur d'enfants de 10 à 13 ans, accompagné par un orgue qui chantera des œuvres de Telemann, Mozart ou encore Fauré. Restons à Sarreguemines, mais côté politique, pour notre rubrique Séance plénière. Dernier conseil municipal à Sarreguemines avant les vacances pour passer des points soumis à délai qui ne pouvaient donc attendre la rentrée. Le Conseil devait se prononcer notamment sur la proposition du SCOT de l'arrondissement de Sarreguemines et sur la représentativité au sein du Conseil communautaire après les prochaines élections municipales. Le résumé du Conseil par Marianne Gabriel. Lors des prochaines élections municipales en mars 2014, l'électeur votera sur un même bulletin non seulement les élus municipaux, mais aussi les représentants au conseil communautaire, et ce dans toutes les communes de 1000 habitants et plus. Ce seuil est désormais fixé. Ce qui, bien évidemment, pose beaucoup de problèmes d'ailleurs aux petites communes, parce que, évidemment, ça entraîne d'autres conséquences, notamment par rapport à la parité. Sarreguemines compte actuellement 27 délégués sur les 83 sièges que compte le conseil communautaire de la Casque. La Casque a délibéré en avril dernier, après plusieurs simulations, pour une répartition proportionnelle à la population des communes des 66 sièges que comptera l'Assemblée, le maximum autorisé par la loi, en respectant toutefois un certain nombre de critères. Chaque commune devra disposer un minima d'un siège. C'est la première règle. La deuxième, aucune commune ne pourra disposer de plus de 50% des sièges. Troisième critère ou obligation, cette répartition devra tenir compte de la population de chaque commune, ce qui est aussi le cas. Quatrièmement, ne pas appliquer de répartition basée sur une stricte égalité. On pourrait imaginer qu'on dise chaque commune a 5, 3 ou 2 délégués. Et enfin, dernière contrainte, le nombre de sièges du Conseil sera plafonné sur la base du nombre total de sièges que les communes obtiendraient si elles n'aboutissaient pas à un accord. Si aucun accord n'est trouvé au sein des communes membres, c'est le préfet qui imposera le nombre de sièges. Il serait alors de 58 pour la Casque. À ce jour, a priori, si la commune de Sarreguemines délibère dans ce sens-là, cette majorité qualifiée est atteinte, puisqu'une vingtaine de communes ont délibéré en faveur de ce schéma-là. 2 communes s'y sont opposées, pour des raisons qui leur sont propres. Mais en tout cas, cette répartition ne fait pas l'adhésion de l'opposition. Le groupe Cambloc dénonce une forme de jacobinisme qui réduit le rôle des communes et propose la répartition des 58 sièges dictés par le minimum réglementaire en octroyant à Sarreguemines que 20 délégués au lieu des 26 réglementaires. Encore une fois, nous donnons la priorité aux grands centres tels que Sarreguemines, Grosse-Blie, Bousvillers. C'est-à-dire qu'on compromet le principe de subsidiarité. Et si on le compromet, ça veut dire qu'à l'évidence, on ampute le maire d'un certain nombre de rôles, notamment dans les petites communes, puisque c'est le PCI qui martèlera ses obligations. Pourquoi ne pas rester à ce que la loi indique, à savoir 58, et se ménager la possibilité, avec des nouvelles communes qui rentreraient dans la Casque, d'augmenter le nombre de délégués. Je suis toujours surpris qu'on aille comme ça toujours au maximum, parce qu'au bout du compte, une assemblée qui délibère à 66, je ne crois pas qu'elle soit plus efficace, et voilà, d'ailleurs je suis persuadé du contraire, plus efficace qu'une assemblée qui délibérait à 58. J'avais noté aussi dans le texte quand j'avais écrit que ça ferait plus de place pour le public, ce qui serait sans doute aussi très positif. Il fut un temps où même ceux des vôtres, mais tout le monde peut évoluer, trouver que Sarreguemines n'était pas suffisamment représenté. Et que Sarreguemines devrait avoir plus de délégués. Et qu'il est normal que la ville-centre, qui supporte des charges de centralité importantes, ait la plus grande voix au chapitre à l'intercommunalité.
J'ai entendu ça ici pendant des années. Et aujourd'hui, même si on ne se situe pas dans un rapport de force, et vous avez bien fait de répéter, parce que je l'ai dit ainsi effectivement, moi, il ne m'aurait pas gêné sur le fond d'en avoir 2 ou 3 de moins. Absolument pas, parce que, et je l'ai dit lors de la séance plénière de la communauté d'agglomération, que lorsqu'on a de bons projets, eh bien, normalement, des esprits sensés et consensuels devraient les voter, qu'ils appartiennent au monde rural ou qu'ils appartiennent au monde urbain. René Ludwig propose simplement le minimum réglementaire, 58 sièges avec 26 pour la commune de Sarreguemines, et demande que les différentes propositions passent au vote. Je ferai la proposition de soumettre au vote la première version, c'est-à-dire 58, avec la répartition qui est indiquée. Sans surprise, la proposition de la majorité sera retenue avec 6 voix contre et 1 abstention. Le nombre de sièges pour Sarreguemines redevient 27, c'est le nombre de sièges qu'elle a actuellement. Les communes de Grosse-Blie et de Vousvillers gardent leurs 4 sièges aussi. La commune de Hambach garde 3 sièges, mais la commune de Roulin perd 1 siège. Elle en avait 3, elle n'en recouvre plus que 2. Au même titre que les communes suivantes jusqu'à Visvillers. Et toutes les autres communes n'ont plus qu'un siège. La désignation des délégués communautaires au suffrage universel direct est un premier pas vers une politisation des conseils communautaires qui ont vu leurs compétences s'accroître de façon exponentielle ces 10 dernières années, en même temps que celles des communes se réduisent comme peau de chagrin. Rappelez-vous, dès notre élection en 2008, on vous avait demandé la possibilité pour des délégués de l'opposition d'être représentés à la casque. En substance, vous nous aviez dit, si vous êtes gentil, j'accéderai à votre demande. Apparemment, on n'a pas été très gentil. Mais donc, pour la prochaine fois, ce sera les électeurs qui pourront en décider. Et ça me paraît effectivement une avancée majeure et ça donnera à l'évidence... Monsieur Combloch, ne donnez pas dans la caricature, s'il vous plaît. Restons sérieux, on est dans une enceinte sérieuse. C'est votre propre caricature. Hein. Oui. Donc, en l'occurrence, ça donnera forcément un autre tonalité et une autre démocratie au sein de la casque, ce dont je me réjouis. Mais je sais bien qu'aujourd'hui tout se politise, que ce qui était hier le district et qui est devenu la communauté d'agglomération voit émerger, effectivement, quand c'est des oppositions constructives, c'est bien, mais quand c'est des oppositions de principe dans des débats politiciens, je suis moins d'accord, surtout qu'aujourd'hui ce qui nous unit, je parle de la communauté d'agglomération, ce sont quand même des projets structurants, des projets cohérents en termes d'emploi, en termes d'environnement, en termes de culture, bref, dans un certain nombre de domaines qui sont de la compétence de la communauté d'agglomération. Monsieur Moulet, oui. Si on prenait un délégué par bureau de vote, on aurait une représentativité de la population qui serait plus proche de la réalité. Oui, mais c'est pas ce qu'a prévu le législateur, et pour l'instant vous ne l'êtes pas, donc il faut qu'on reste dans le schéma que le législateur a prévu. Alors, c'est l'apport de la ville dans le cadre de ce plan, de ce projet FISAC, de 40 000 € par an, vraisemblablement à partir de 2014. Mais il faut que nous nous mettions sur les rangs dès à présent. Une nouvelle phase du FISAC, le fonds d'intervention et de soutien aux artisans et commerçants, sera reconduite à partir de 2014, avec quelques inconnus sur la participation financière de l'État. Le budget prévisionnel global sur 3 ans se monte à 543 800 €, dont 243 800 en fonctionnement et 300 000 € en investissement, financés par l'État, la ville et l'Union des commerçants sarregueminois. L'objectif de ces actions est évidemment de rendre la ville attractive, pas suffisant selon Éric Combloch. Le problème du commerce de centre-ville de Sarreguemines est très au-delà de ce qu'on envisage de faire ici. Je pense en particulier au transport, je pense en particulier au parking, je pense en particulier à des choses comme ça, ou les logements en général en centre-ville, qui sont en fait les vraies clés du succès ou de l'échec du commerce de centre-ville. Les mesures comprises dans le FISAC, évidemment, ne sont pas les seules et uniques, et surtout pas les principales et les plus évidentes, mais ça y contribue. En tout cas, je retiens simplement ce que vous avez dit et qui est positif, c'est que vous êtes favorable à soutenir toute mesure qui contribuerait à rendre notre commerce plus attractif. Et c'est l'objet de ce point que je vous soumets ce soir. Évaluer les effectifs d'une rentrée à l'autre n'est pas chose aisée, un calcul approximatif qui peut être fatal au maintien d'un poste. Et se baser sur le registre des naissances comme le proposait Jean-Claude Moulet s'avère peu fiable en raison du flux démographique aléatoire. Ça donnerait des arguments supplémentaires
pour conforter nos dossiers. Simplement, cette réalité, elle est le reflet d'une démographie dont on sait bien qu'elle n'est pas favorable. On a beaucoup d'anciens, on perd des habitants et on ne gagne pas de nouveaux. Donc il faudrait à partir de ce moment-là se livrer aussi à une réflexion de plus long terme sur comment est-ce qu'on fait pour ramener des enfants à Sarreguemines. Par ailleurs, le succès des écoles ABCM provoquerait un déséquilibre, selon Éric Cambloc, entre le privé et le public, qui appelle à la vigilance. Si j'analyse les chiffres de fréquentation du privé, alors ABCM et puis Sainte-Chrétienne confondus, on a des chiffres en constante augmentation, alors que dans le public, on a des chiffres en constante diminution. Et là, je crois que ça fait partie aussi de notre rôle de maintenir un équilibre entre les deux. Premièrement, moi je ne suis pas dans la guerre publique-privée. Autant je veux dire que le privé c'est une de nos richesses, autant je ne vois pas pour quelle raison je le faciliterais par rapport au public ou que je le privilégierais. Voilà le mot que j'utilise, que je le privilégierais. Il y a forcément, au nom de Blise, un coefficient d'attractivité qui est énorme. Et beaucoup de familles pensent avoir un très bon enseignement pour leurs enfants au sein de la Blise, d'école de la Blise. Moi, j'ai toujours cherché à faire en sorte que toutes les écoles, il y a d'excellents enseignants dans toutes les écoles, et je crois que notre rôle, c'est de faire en sorte que cela soit reconnu. Malheureusement, dans l'imagerie populaire de certains parents, il y a des images d'Épinal. C'est la Blise est la meilleure. À partir du moment où on constate qu'effectivement les parents adulent ce type d'école, pourquoi ne pas en créer une seconde ? Puisque c'est ce qui intéresse les parents. Voilà. Je partage ce que vous dites par rapport au principe, mais c'est pas aussi aisé de le mettre en place dans la réalité. J'ai demandé à l'inspecteur, au directeur académique, de mettre en place les classes bilingues sur un autre site aussi. C'est ça, il faut qu'il y ait la volonté. Et ça, pour l'instant, c'est pas gagné. La carte scolaire de la rentrée 2013-2014 prévoit donc 3 suppressions de postes qui visent l'école maternelle du Blauberg, l'école élémentaire de la Montagne supérieure et l'école élémentaire de Neunkirch. Si le retrait du poste de Neunkirch et du Blauberg peuvent se justifier au regard de la prévision de l'effectif des classes, il n'en est pas de même de celui de la Montagne supérieure, dont le maintien est demandé. La fermeture, c'est une chose, mais pour réouvrir par la suite, c'est beaucoup plus difficile. Je vous proposerai tout à l'heure qu'on milite pour le maintien de ce poste, donc pour l'école de la Montagne supérieure. On demande le maintien d'un poste, mais il faudrait évidemment faire pression pour maintenir les 3 postes. N'oublions pas que quand on ferme une classe, c'est pas simplement un niveau d'effectif moyen, c'est-à-dire ça crée tout de suite une classe à double niveau. Tout de suite, et peut-être plus. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne acte du retrait du 3e poste de l'école maternelle du Blauberg et du 6e poste de l'école élémentaire de Neunkirch. Par contre, je vous propose d'émettre un avis défavorable pour le retrait du 7e poste à l'école élémentaire de la Montagne supérieure. Une rue de l'hôpital où il n'y a plus d'hôpital incite la municipalité à changer la dénomination de cette rue. Elle s'appellera désormais rue de l'ancien hôpital. La nouvelle voie qui desservira le futur lotissement et rejoindra la rue de la Montagne portera le nom du docteur Eugène Schatz. Nous souhaitions le mettre en lien avec des personnalités hospitalières. Vous ne me direz pas que je fais montre d'un réflexe pavlovien, mais parmi les personnalités hospitalières, n'y en avait-il pas une qui pouvait être une femme. Et eux qui eût pu convenir pour rebaptiser la rue de l'hôpital. Des modifications ont été apportées au PLU suite à l'enquête publique et après avis du préfet. Les 2 principales modifications portent sur le secteur des faïenceries en périmètre d'étude. À ce titre, il devait lui être attribué un zonage. Et à la demande des services de l'État, on a classé l'ensemble du site des 30 hectares des faïenceries en zone 1AU, ce qui permet une urbanisation dans le cadre d'un projet d'ensemble, mais ne permettra plus d'activité industrielle à cet emplacement-là, et avec la mention ET. La mention ET, qui était donc dans le PLU avant modification, je le rappelle, permet à la ville de geler tout projet de construction important supérieur à 200 mètres carrés, dès lors qu'il ne serait pas compatible avec un projet d'aménagement futur. Pourquoi tout simplement pas attendre que le SCOT soit approuvé pour ensuite valider le PLU ? Retenez ce que je vous dis.
il faut que le plus soit validé. Et si on ne valide pas, il y a un certain nombre de projets qui soient liés au logement ou à des équipements qui ne peuvent pas être menés. Donc il est important que ce plus, nous le validions. Pardon, je reprends donc ma question. Quels sont les projets que ça risquerait de remettre en cause ou de retarder? Mais non, mais je ne vais pas m'exprimer là-dessus maintenant. L'autre disposition porte sur la création de 20 hectares d'extension à proximité de l'abattoir. Le périmètre a été modifié à la demande de la Casques. Parce qu'il s'agit de créer 20 hectares pour accueillir des entreprises artisanales. Il y a des sociétés qui ne souhaitent pas s'installer en périphérie, ne souhaitent pas s'installer par exemple sur la zone de Hambach, mais ont besoin pour exister d'avoir pignon sur Sarreguemines, parce qu'elles sont en contact, en synergie avec les industries environnantes. Fabrice, pour finir cette émission, quelques petits conseils pour nos téléspectateurs qui jardinent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Alors, comme il va faire chaud, il faut faire très attention à l'arrosage. Donc, il faut favoriser vos plantes annuelles que vous avez mis, le potager. Et désherber aussi, il faut surtout pas se laisser envahir. Et le conseil que je vous donnerai, c'est de prendre plaisir. Et si vous allez partir en vacances, n'hésitez pas à venir voir les jardins. Il y a beaucoup de jolis jardins, même ici chez nous en Lorraine. Et donc ici, le jardin des faïenciers est ouvert tous les jours, sauf les lundis. Venez, profitez-en, profitez de votre jardin, profitez des jardins en général. Et c'est sur ces conseils de Fabrice que se termine cette émission. Très bonne journée à tous, à bientôt. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.